Chronique hors-jeu du 24 avril 2026, Chercher la vie par Daniela Ferrière de l'Académie française. Chaque vendredi, l'écrivain livre ses réflexions personnelles sur l'air du temps, un peu comme s'il tenait un journal. Ma rue. Je descends la rue Saint-Denis dans la lumière de ce printemps tardif. L'air encore frais. Je marche d'un bon pas dans cette rue déserte, une rue pourtant toujours animée. Ce matin, elle est à moi. Dans ce palpitant présent, comme dans mon souvenir le plus lointain. Qui se souvient du petit bar, La Galoche, qui fut l'un des plus anciens de la rue Saint-Denis? Avec un seul café, on pouvait y passer la journée. Quelques tables bancales, des étudiants fauchés de l'université d'à côté, des toilettes souvent bouchées et des lecteurs acharnés de mainmise, ce journal libertaire que Jean Basile avait fondé en fumant du cannabis, étant sûr que c'était plus un art de vivre qu'une drogue. Je peux faire remonter des souvenirs de chaque immeuble de cette rue. La librairie Québec-Amérique, dirigée par une femme, Rolande Bengel, lectrice fidèle de Thomas Paine, surtout de Joseph et ses frères, dont l'une des filles, Dominique, avait glissé dans la poche de mon manteau un exemplaire de Moby Dick. C'est pourtant Annick, sa jeune sœur, qui était devenue une amie jusqu'à sa mort. Carole David et Paul Cochon y travaillaient. Cochon deviendra plus tard un pilier du quotidien Le Devoir, et Carole a publié des recueils remarqués de poésie, dont Les terroristes en 1986, sous l'influence de José Yvon. Foglia venait souvent à la cour, le café d'à côté, avec une grande terrasse. Ses articles à l'époque qu'il sortait avec Carole étaient plus fantaisistes. Disons qu'il était plus poète que chroniqueur. Plus tard, il y a eu le moment Saint-Sulpice, un autre café où les poètes tenaient boutique. Ils s'y rassemblaient, plutôt l'après-midi, pour lire leurs poèmes entre eux. Ça me semblait bizarre, mais ils avaient l'air contents. Jean-Paul Daou étincelait avec Les Garçons magiques, un recueil triste qui deviendra culte. Je fréquentais tard le soir un petit bar avec une minuscule piste de danse, Les Retrouvailles, où il y avait souvent des descentes de police. J'étais très impressionné de voir des étudiants insulter les policiers qui gardaient néanmoins leur calme. Ce sont des souvenirs que je partage avec de rares personnes dont j'ignore où elles se trouvent en ce moment. Théâtre. Dernièrement, j'ai vu au TNM la pièce tirée du roman de Kev Lambert. Un roman que j'avais lu avec une certaine avidité. Je voulais savoir comment Lambert, une radicale, allait se débrouiller chez les riches. Elle donne la parole aux plus démunis de ce quartier pauvre qu'on doit démolir pour construire une tour. Lire, c'est une chose. Voir, c'est différent. Le décor est imposant avec ses vastes salons et ses grands écrans. L'univers des puissants est irréfutable. On les entend se vautrer dans leurs obsessions, évoquer les grands projets d'architecture qu'ils ont réalisés dans les plus grandes villes européennes ou asiatiques. Mais comme ils nous ressemblent dans leur petite misère personnelle. On n'aimerait pas être à leur place, surtout celle de Céline, cette star énigmatique au début et si fragile et simple à la fin. On découvre que le monde des riches est plus complexe que celui parfois dogmatique des pauvres. Les dialogues sont souvent d'une justesse de rasoir capable de vous trancher la gorge. J'ai trouvé la première partie plus palpitante, mais c'est pour mieux entrer dans l'espace intime de la seconde partie. On offre toute cette énergie pour recueillir à la fin cette angoisse qui fouille les tripes.
Tout ça tourne autour de Céline, la magnifique Anne Dorval, qui n'est ni la chanteuse Céline Dion, ni l'architecte Phyllis Lambert, mais pas trop loin. Sa coiffure est plus proche de celle de la patronne du magazine Vogue, Anna Wintour. Pour se distinguer, l'argent ne suffit pas, il faut des accessoires. C'est étonnant de voir une riche architecte faire la leçon dans un long et éloquent monologue à un parterre de braves gens dans la salle qui finit par applaudir. Cocteau disait simplement que le théâtre est une reine qui a des malheurs. Angine de poitrine. Je ne veux pas rejouer toute la scène, simplement leur offrir ce petit tableau en souvenir du joli moment qu'ils m'ont fait vivre l'autre soir au Club Soda. C'était une salle chaude, vibrante, généreuse. C'est rare qu'on fasse la critique du public. On se contente de noter sa présence. Ce duo de musiciens nous projette immédiatement dans une ambiance de kermesse qui efface toute frontière entre la salle et la scène. Une poésie de baba papa, de pop-chord, une sorte de gaieté qui donne envie de se jeter dans ce courant qui nous emportera ailleurs. Ce moment, on ne l'a pas volé. D'autres nous disent que ça ne durera qu'une saison. Ça veut dire quoi? On devrait arrêter de rire pour ne faire que pleurer? Et d'ailleurs, qu'en savez-vous? Grasset. L'homme que vous voyez à ma droite est un vrai dandy, dans le sens très ancien du terme, un de ces aristocrates de l'esprit. C'est grâce à eux si l'édifice du monde est encore debout. Ils nous protègent sans qu'on le sache des appétits de l'ogre. Je parle de l'affaire Grasset, cette prestigieuse maison d'édition qui en 120 ans a recruté quelques grands esprits de la littérature universelle. Sans oublier la foule des écrivains anonymes qui continuent encore de tisser. Ne pas confondre Grasset et Bolloré. Grasset, c'est toutes nos émotions que les auteurs ont pu glisser dans leurs livres, et Bolloré est un ogre qui se nourrit de papier et d'encre. L'encre étant le sang des écrivains. Attention, je ne crache ni sur l'argent, ni sur les riches. Les Japonais l'appellent honorable argent, et ma mère le vénérait parce qu'elle en manquait toujours. Je parle de l'utilisation qu'on en fait. Cet homme, Bolloré, se sert de son argent pour acheter les gens et en faire, selon le mot de Gogol, des âmes mortes, des serfs à son service. Il l'a dit, sauf qu'il est tombé sur un os qui porte le précieux nom de littérature. Ce que fait subir Bolloré aujourd'hui aux écrivains, à toute l'équipe de Grasset et même aux lecteurs, donne simplement une idée de la lutte que Nora mène, seule, depuis 2023, c'est-à-dire depuis que Bolloré a mis la main sur Grasset.